pas dominé par les données, mais qui produit beaucoup de données, et d'ailleurs beaucoup de données qui est largement exploitée à différentes fins, mais qui représente a fortiori énormément de sources ou de bases pour faire tourner des algorithmes. Alors, on fait évidemment tourner des algorithmes simples dans tout ce qui concerne l'analytics, mais on voit évidemment que dès qu'on collecte beaucoup de données sur les interactions avec le client, a fortiori dans un monde où la façon la relation avec ce client change et où on introduit beaucoup plus de prédictifs, on voit qu'il y a un potentiel énorme et que ce potentiel d'ailleurs il est déjà très massivement utilisé par des sociétés qui sont à la pointe. On va regarder quelques exemples dans les slides qui viennent. Oui, alors j'ai ajouté cette petite chronologie d'ailleurs pour faire un peu le pont et le lien avec la chronologie et l'horizon temporel précédent, juste pour rappeler que on est finalement dans un domaine, quand on parle de l'IA qui est pas, on va dire on parle de le quatrième passage de l'IA, c'est-à-dire que c'est à la fois pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est finalement dans une ampleur qui dépasse très largement ce qu'on a connu dans le passé, pour les raisons qu'on vient d'exposer, c'est-à-dire le fait que justement on a énormément de capacités de calcul et aussi énormément de données, parce que nos vies sont digitalisées. Et finalement, si on regarde les 10 dernières années, le grand moment de réémergence et d'explosion de l'IA, c'est 2012, avec un fameux concours de reconnaissance d'image dans lequel, d'un coup, les gens qui utilisent des outils comme le deep learning, et on en parlera un peu plus loin, obtiennent des résultats massivement supérieurs à ce dont on disposait auparavant et dont disposaient finalement les gens qui avaient passé des années et des années à parfaire des algorithmes spécialisés. Là, tout d'un coup, on a des réseaux neuronaux pas si finalement très faibles par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en 2018, mais qui produisent évidemment des résultats très importants. Et finalement, l'important de ce graphique, c'est juste de rappeler que ça fait que 7 ans qu'on est dans ce monde-là et qu'en 7 ans, d'une part, on a franchi des étapes très considérables et que on pense souvent à l'image comme le domaine dans lequel l'IA a connu des progressions les plus nettes. Alors, on pense ou on réalise que le texte et toute la donnée textuelle est aussi un champ très important, et on parlera des assistants vocaux. Il faut aussi garder en tête ou avoir à l'esprit qu'on a connu en 2018 vraiment un moment qu'on a qualifié de l'ImageNet du texte, parce qu'ImageNet c'est ce moment en 2012 où tout d'un coup sur ce concours on a des résultats qui sont très très spectaculaires. On a connu vraiment l'émergence de nouveaux algorithmes et de nouvelles façons d'appréhender le texte avec des outils qu'on avait développés sur l'image, qui tout d'un coup donnent des performances et aussi facilitent énormément les conditions d'utilisation de ces algorithmes. Et donc, si je peux juste ajouter une remarque à ce que tu dis, le texte même si l'image a quelque chose de spectaculaire et que ça a fait la démonstration qu'aujourd'hui les algorithmes ont changé d'échelle, il ne faut pas oublier que sur le texte, on a des applications beaucoup plus pragmatiques et concrètes, comme par exemple la recherche sur Google. On a du mal à vouloir classifier ça dans l'intelligence artificielle, mais si on se rappelle la fameuse interview avec Demis Hassabis, qui est un des fondateurs de DeepMind, qui a été racheté par Google, lui il parlait surtout de l'application dans des algorithmes de recherche. Et il disait, pour rire, pour la boutade, it's just software, c'est juste du logiciel, mais c'est du logiciel qui fonctionne, et c'est du logiciel qui a son application concrète. Aujourd'hui, on sait que la place que la recherche d'information et la recherche d'information intelligente a pris. Donc, effectivement, application de la puissance de l'image dans le texte, sachant que c'est dans le texte, dans l'analyse de texte, et qu'on a les démonstrations les plus immédiates, directes de l'usage, sur l'usage. Par ailleurs, sur cette question de texte, un des symboles de l'avancée de l'intelligence artificielle, c'est le test de Turing. Le test de Turing étant quelque chose qui est une conversation entre l'homme et la machine, où l'homme se mesure à la performance de la machine, avec une organisation du prix Loebner de celui qui va faire le robot, le chat qui va réussir, et c'est le Graal qui oriente un peu toute la communauté scientifique de l'intelligence artificielle, et c'est très texte. Donc effectivement,
ce qu'on voit arriver, la puissance, on parlait tout à l'heure des ResNet, autres de l'image qui s'appliquent sur le montage, ça, c'est ce côté aboutissement de l'intelligence artificielle par le traitement, par le NLP. Ouais, avant que le podcast le webinaire commence, ce qu'on se disait avec Shadi, c'était cette question de à quel moment est-ce qu'on pense que la machine va réussir le test de Turing, et on n'était pas forcément exactement sur la même longueur d'onde, mais effectivement, le point que je voulais souligner, et c'est vraiment de l'importance de ce moment un peu pivot en 2018 sur tout ce qui concerne le texte, et sur le fait que si on continue sur des dynamiques comme ça, les prédictions sur le fait qu'on pourrait arriver à des machines sinon intelligentes, du moins qui puissent passer pour intelligentes, et peut être vraiment proche si on extrapole la courbe, tellement les évolutions et les progrès qu'on a pu constater sont massifs sur l'espace d'une année. Alors on rappelle que le Nostradamus de l'IT, Ray Kurzweil, a fait un pari à plusieurs millions contre ces challengers, qu'en 2029, les machines passeraient le test de Turing et qu'en 2045, on serait dans ce qu'on appelle l'époque de la singularité, c'est-à-dire prise du pas de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine. Et ce qui est pas dommage, mais il faut, par exemple, pour se représenter ce que peut la puissance d'algorithmes comme ceux que vient de sortir OpenAI, qui est un des grands acteurs de l'intelligence artificielle, on est vraiment sur des choses où, à partir de quelques phrases, on peut, je sais pas si on appelle ça prédire, mais vraiment générer en réalité un texte crédible, correspondant parfaitement au contexte et à l'orientation de deux phrases qui ont été données. Et on peut produire une page ou deux qui vont être parfaitement correctes d'un point de vue lexical, qui vont avoir un sens, qui vont s'enchaîner et qui vont même sans doute tenir un discours qui, quand bien même il ne serait pas à la pointe pour quelqu'un qui serait du domaine, serait parfaitement crédible et passable pour quelqu'un qui ne serait pas un spécialiste. Donc, et c'est pas du copier-coller, c'est vraiment de la génération de quelque chose qui n'a jamais existé et qui est parfaitement dans l'ordre du crédible et qui reflète finalement une compréhension et de la langue, mais aussi des faits qui peuvent être mentionnés dans les premières phrases. Donc on est vraiment sur des niveaux de performance et sur des niveaux de comment dire, de magie, on va y revenir, qui sont quand même impressionnants. Alors, puisque l'on parle de magie, transition subtile. Enfin, on avait pensé ensemble que cette phrase d'Arthur C. Clarke, qui est ce grand auteur de science-fiction, qui a prononcé la phrase il y a longtemps d'ailleurs, mais qui dit finalement, comme vous voyez, un progrès scientifique ou un progrès technologique suffisamment avancé est difficile à distinguer de la magie. Alors c'est vrai que ça joue en différents sens cette phrase, mais on voit bien qu'on attribue à l'IA aujourd'hui des qualités et des pouvoirs presque magiques. Moi, je reste émerveillé par ce que l'on arrive à faire. Ça n'a rien de magie. Il n'en reste pas moins que ça produit des choses qui s'apparentent largement à de la magie, au sens où on n'aurait pas cru que c'était possible, et surtout que ce serait accessible très rapidement et au quotidien. Et de ce point de vue-là, quand bien même on va s'employer à montrer à quel point l'IA est faisable et déployable et une technologie parmi d'autres, en tant que data scientist, moi, il n'en reste pas moins que je reste à titre personnel parfaitement émerveillé comme un enfant serait émerveillé devant tout de même ces choses. Et il faut peut-être, ça mérite peut-être aussi de se replacer 10 ans en arrière et de se dire le type d'attente ou le type de prédiction, on va revenir sur prédiction, qu'on faisait il y a 10 ans sur les capacités des machines et sur ses capacités à produire ce type de résultats. Sans même parler du fait qu'évidemment on n'aurait pas pensé qu'on pouvait battre un champion de Go aussi bien et avec un délai aussi court. Enfin, on a comme ça ces manifestations, le Go en est une, pour d'autres ce sera des jeux vidéo, mais qu'on est aujourd'hui sur des niveaux de performance et sur des niveaux
d'intelligence, on dirait qu'ils sont vraiment spectaculaires. Même si quand on a battu le champion de Go, plein de gens se sont précipités pour devoir expliquer pourquoi c'était important, parce qu'on a tous forcément repensé à Deep Blue et Kasparov qui avait déjà été battu par des échecs. On se disait, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Ouais, pour plein de gens, c'était le dernier rempart. On s'est dit, alors, une fois que on arrive, voilà, une fois, alors, ouf. Ah, alors, c'est bon, là, Deep Blue est passé, mais non, au moins, alors, vous inquiétez pas, c'est trop compliqué. Et d'une certaine manière, on oublie quand même ce discours-là, alors que, c'est pour ça et aujourd'hui, on considère qu'évidemment, et en plus, et c'est presque, non pas humiliant pour la nature humaine, mais quand on explique que par ailleurs, la deuxième génération autour des algorithmes de DeepMind s'entraîne, enfin, plutôt découvre tout seul le jeu en jouant les uns contre les autres, AlphaGo 0, et que c'est justement sans bibliothèque, sans milliards de parties déjà jouées, que l'algorithme, plutôt la machine, redécouvre le jeu, et d'une certaine manière d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, découvre le jeu d'une façon différente de celle, de la manière dont les humains l'ont joué jusque-là, parce que justement, elle redécouvre d'une certaine manière non encombrée de beaucoup d'a priori. Enfin, que ça nous paraisse aujourd'hui évident, c'est une chose. On l'aurait dit il y a 10 ans, je pense qu'on aurait été plutôt près de la magie et que les gens qui auraient dit on fera tout ça dans 10 ans, on les aurait pris plutôt pour des yeux verlus que pour des scientistes. Et se rajoute à cela, effectivement, pour l'effet magie, le côté un peu boîte noire, non pas dans le sens où tous les algos sont connus, hein, mais l'effet boîte noire, c'est dans l'évolution des paramètres qui est inhérente à la manière de fitter les fonctions. Oui, mais continue. Je vais faire le gardien du temps parce que je sens qu'on est parti pour une longue discussion. Mais on peut en parler. Alors oui, voilà. Alors, je sais pas. Oui, vas-y. Non, alors, il y a différentes choses sur ce slide, mais c'était juste pour dire, c'est vrai que et j'utilisais le mot intimidant parce que quand on pense IA, algorithme ou prédiction, c'est vrai que c'est une somme de composants techniques et que ces composants techniques sont plutôt assimilés à des choses soit arides, soit un peu compliquées, et a fortiori faire une somme, une agrégation de tout ça paraît intimidant, difficile, et c'est pas que nécessairement c'est presse-bouton, mais c'est vrai que c'est une représentation qui en elle-même est un peu anxiogène. Et il y a toute une série d'éléments techniques, mais le discours ou le propos, c'est aussi de rappeler en quoi, d'une certaine manière, avec les progrès qu'on a pu constater, il y a aussi eu beaucoup de progrès ou d'évolution dans la vulgarisation, la généralisation, la mise à disposition de ces outils. Et donc, on est aussi, de ce point de vue-là, dans une période très riche et qui offre du coup aussi beaucoup de possibilités d'accéder à des performances qui sont des performances qu'on appelle state of the art, donc vraiment des performances qui sont au plus haut niveau de ce que l'état de l'art arrive à obtenir. Alors une fois qu'on a posé le contexte technique, ce que on peut constater, c'est que en fait c'est une révolution qui est accessible. On est sorti des labos et des tours d'ivoire des experts. Effectivement, on constate que l'apprentissage de ces technos c'est d'une manière démocratisée assez largement, puisque l'utilisation de librairies comme OpenCV, l'utilisation de TensorFlow, puis on en parlait avec Alain de FastAI, c'est l'illustration qu'on n'a plus besoin d'être spécialiste et de donner 10 ans de sa vie pour pouvoir commencer à avoir une maîtrise, une production qui est à la pointe de ce qui peut se faire ou de la possibilité des algorithmes. On peut, sur des MOOC, relativement rapidement, commencer à avoir des productions assez impressionnantes. Ça peut vouloir dire aussi quelque chose sur la population de l'ensemble des développeurs, c'est que c'est des talents et des capacités qui vont être de plus en plus diffusés sur un nombre de plus en plus important, et donc désenclaver, réduire ce côté pénurique qui est autour de ces technologies. Et c'est très important parce que, en discutant avec
des spécialistes notamment de l'analyse d'image, et ils disent la Chine, par exemple, à elle seule est en recherche de spécialistes de traitement d'image, mais en des nombres de dizaines de milliers par année. S'il faut, pour former ces gens-là, des années et des années, et s'il faut qu'ils soient purement spécialisés, qu'ils ne puissent pas passer de l'image à, mettons, du traitement de texte, sans devoir revoir l'ensemble de leur corpus d'apprentissage, on est dans une difficulté. Alors que l'espoir là, c'est que ces algorithmes-là, par leur côté générique, par leur côté accessible, facilité de l'apprentissage, permettent quand même de donner accès à de plus en plus d'informaticiens et donc à de plus en plus d'applications, de clients à la puissance de ces algorithmes. Ouais, c'est finalement, on vit dans un monde différent aussi, c'est-à-dire que cette révolution de l'IA qui intervient, elle intervient dans un monde qui est le monde de l'internet, du mobile, de la communauté, et c'est reflété finalement par la manière dont aujourd'hui on peut se frotter à ces et c'est ça aussi que je cherche à dire ce slide, c'est-à-dire qu'on est dans le monde de GitHub qui permet de partager du code facilement, on est dans un monde où il y a un outil qui est devenu un peu véhiculaire qui s'appelle Jupyter Notebooks qui en gros permet de partager très facilement du code explicité et qui peut tourner dans ces notebooks. Et ceux qui, et évidemment, on vit dans le monde du cloud et d'Amazon où pour un euro par heure, je peux avoir une machine puissante qui peut me permettre de faire tourner la plupart des applications dont on est en train de parler. Et ça, finalement, ça se coalise ou ça se décante dans des MOOC, dans des formations massives comme FastAI où à la première leçon, en ayant installé ce qu'il faut et en ayant une bonne base de ce que c'est coder, c'est un peu quand même la lingua franca dans ces affaires-là, en 5 lignes de code et en 15 minutes, on peut classifier avec des niveaux de réussite très très élevés, 30 sortes de chiens et 30 sortes de chats. Alors, tout le monde ne cherche pas à classifier 30 sortes de chiens et 30 sortes de chats, je vous l'accorde. Je ne sais pas que ça existait, mais voilà. Le point est juste de dire sur des choses qui sont distinguées, un chat d'Abyssinie d'un siamois, sans aucun entraînement préalable massif, des algorithmes peuvent être entraînés en quelques secondes, quelques minutes, à partir d'outils génériquement accessibles. Et ça, c'est quand même à la fois que ça ce soit possible et que justement au bout de quelques minutes, en ayant certes bien configuré ces choses et puis en ayant bien revu un petit peu ces bases de code avant, qu'on puisse arriver à ces niveaux d'une certaine manière de performance pour des gens qui sont débutants dans la matière mais qui ont une bonne base par ailleurs, ça montre qu'on est là aussi dans la façon de l'appréhender et dans la façon de le diffuser dans un monde différent. Et c'est peut-être aussi une des clés de cette quatrième vague d'IA, telle que expliquée par un de ces grands gourous, Andrew Ng, qui nous rappelle que toute une génération, celle d'avant, de scientifiques, de pratiquants de l'IA, étaient brandés feature engineers, donc ils étaient à la recherche de caractéristiques spécifiques chacun dans son domaine, et que pour lui, la grande promesse de cette vague-là, c'est d'avoir trouvé quelques algorithmes génériques qui outperforment les algorithmes spécifiques basés sur la recherche de features particulières. Alors, ça va nous faire une très bonne transition avec la suite de la présentation qui a pour vocation un peu d'illustrer des cas appliqués. Donc, on a cherché plusieurs illustrations pour vous donner un petit peu des choses inspirantes. Celle-ci est intéressante, c'est le cas d'Uber. Uber aujourd'hui, dans ses enjeux, c'est à la fois l'amélioration de l'expérience utilisateur et bien entendu la productivité financière et la performance de l'entreprise. Eh bien, ils ont appliqué des logiques et des algorithmes d'IA pour traiter ces sujets-là, notamment en faisant la prédiction sur les zones, les hotspots de demande de voitures avec chauffeur. Et les résultats sont réellement spectaculaires parce que vous voyez en bas à droite les résultats qu'ils obtiennent, ils sont nettement plus performants que leurs compétiteurs.
ça veut dire deux choses d'un point de vue UX. La première, c'est que l'utilisateur sera plus satisfait d'avoir mieux servi et donc plus satisfait, voilà. Et pour l'entreprise, bien entendu, un coût d'accès, donc un coût de roulage avant course plus court, donc une meilleure productivité. Et ça, ils le font sur la base, alors je vais vous laisser la parole, mais sur la base de trois éléments qui sont le côté massif des données qu'ils ont, et puis des traitements algorithmiques derrière. Un des exemples, dans des références qui font TensorFlow, c'est de dire qu'il est embarqué également dans des algorithmes de Uber. Ça me fait penser à ça. En mémoire, TensorFlow, ça permet de faire la modélisation c'est un des algorithmes les plus utilisés, les librairies les plus connues, pour la modélisation de réseaux de neurones. Et donc, il se trouve avec son application dans Uber, et c'est toujours évident que c'est très intéressant quand on peut citer une référence comme Uber, puisque ça symbolise la start-up la mieux fondée de la planète, avec un espoir de sortie par le haut, parce que Uber aujourd'hui n'est pas rentable, mais la sortie par le haut n'arrivera que par la voiture autonome pour eux. Tout le monde sait, c'est fait de polichinelle, que tous les investisseurs poursuivent le travail avec Uber avec cet espoir de sortir par le haut par la voiture autonome. Et donc, évidemment, voiture autonome, c'est une voiture forcément très intelligente, capable de circuler sur du relativement cadré, balisé, mais aussi en ville avec un environnement très changeant, embarquant une intelligence automatisée, mais élevée. C'est vrai qu'on, d'une certaine manière, qualifier Uber de data company n'est pas infondé. C'est-à-dire que la donnée est évidemment au cœur de leur activité, et non pas plus encore, mais l'IA, ou en tout cas la data science, est un moteur essentiel et une préoccupation constante, comme le disait Guillaume, pour à la in fine, et c'est bien sûr le sujet, pour le client, pour le meilleur service du client, et aussi pour l'expérience utilisateur la plus limpide et la plus rapide. Et donc là, il y a une convergence très très nette entre l'expérience utilisateur et le traitement de données. C'est vraiment c'est une préoccupation constante, et l'une ne va pas sans l'autre. Et c'est la clé du succès de Uber, qui est évident, c'est ce côté magique, immédiat, qui n'est rendu possible avec un maillage raisonnable, qu'avec beaucoup de capacités de calcul et un certain nombre de data. Alors, il y a une remarque qui me vient sur le chat, qui est de savoir si le temps d'attente ne dépend pas du tout du nombre de VTC disponibles. Je dirais que, voilà, parfois, aux sources de demande, et puis on n'est pas dans les algorithmes, les secrets des algorithmes de peur, mais on peut effectivement intuiter que c'est cette prédiction de mise en adéquation entre besoin et demande qu'arrive la performance. Mais bien sûr que ça dépend du nombre de VTC. Il suffit de prendre ce qu'on appelle les cas limites. Si on a un VTC, on a beau avoir l'algo le plus intelligent, il ne va pas servir tous les Parisiens. Donc ça, mais le propre de la plateforme, c'est évidemment de mettre en relation les deux et de s'assurer qu'au moment où il y a beaucoup de demandes, il y a aussi beaucoup de VTC. Et c'est bien sûr là un des grands travaux, justement, de travail sur les données. C'est d'être capable d'optimiser cet élément-là. C'est ça aussi qui rend attractif la plateforme, soit pour les utilisateurs, mais aussi pour les conducteurs. On va avancer dans les différents cas. Je vais peut-être te laisser en parler, puisque ça, c'est un cas qui a été traité par le cabinet, et qui est un cas appliqué où on voit qu'aujourd'hui, concrètement, on arrive à améliorer les services de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, il est clair que aujourd'hui, dans la promotion immobilière, la data est au cœur de ce qu'on peut faire. Typiquement, pour un client qui était dans la promotion immobilière, il fallait être en mesure de prévoir quelles sont les zones qui vont intéresser, les zones de chalandise qui vont intéresser en premier les sociétés. Et pour ça, il fallait faire parler la data. Et c'est un des exemples qu'on donne le plus régulièrement nous, pour montrer que grâce à des informations dont on dispose dans nos fameux bases de données, qu'on transforme en data lake, qui est un peu la même chose, sauf qu'on la prépare, on la nettoie, on la fédère pour en
faire quelque chose d'exploitable, on peut apporter au client une grosse différence sur son côté business, puisque ça va guider l'investissement, ça va guider l'effort commercial, ça va guider l'implantation des agences, et tout ça se traduit par de la bottom line. C'est un des exemples, tout simplement, mais des exemples comme ça, il y en a plusieurs, mais on a pensé que parler d'un métier de la vieille économie de l'immobilier, un métier vieux comme le monde, le BTP, l'immobilier, c'est des deux métiers. On dit en rigolant, avant de faire les trottoirs, il fallait les construire. Donc, c'est un très vieux métier. Un métier de la très vieille économie peut être impacté clairement par de la data. Il est parfaitement illustré sur ce coup. Non, juste peut-être un mot. Une des sociétés les plus emblématiques en matière d'utilisation de la donnée aux États-Unis, c'est une entreprise qui s'appelle Zillow, et donc qui s'est distinguée par justement la faculté d'utiliser la donnée pour être capable de fournir des prévisions assez précises sur la valeur d'un bien immobilier. Et c'est très intéressant d'ailleurs, juste pour poursuivre là-dessus, Zillow a justement changé un peu son métier et business model et est devenu récemment un acheteur aussi d'immobilier pour la revente. Tout ça pour dire que même sur un secteur qui peut paraître traditionnel et qui a beaucoup de contraintes et qui est certes très matériel, on peut être aussi sur des endroits où la donnée a beaucoup de choses à dire, et tout d'un coup l'introduction de la donnée peut aussi changer pas mal la donne sur les rôles entre acteurs et aussi déplacer un peu la place de chacun, y compris d'ailleurs dans la relation usagée, parce que là ça veut dire aussi que beaucoup de personnes vont aller d'abord regarder sur Zillow avant d'aller sur un site de promotion immobilière ou d'intermédiaire immobilier traditionnel. Donc on voit que là aussi, ça peut entraîner un déplacement de la relation utilisateur et de l'expérience utilisateur. Tu peux peut-être évoquer là le sujet de recherche de gentrification dont tu m'avais parlé, parce que je trouve que ça c'est assez adapté. Non, c'est-à-dire que oui, j'avais partagé avec Guillaume que j'avais travaillé notamment dans le cadre du master que j'ai pu faire sur la façon dont on pouvait utiliser des données, notamment des données accessibles largement sur les réseaux sociaux, y compris de localisation ou de géolocalisation par les personnes qui vont par exemple tweeter ou qui vont poster quelque chose sur Instagram, pour dire des choses sur justement où sont les gens dans la ville, ce qu'ils font, quelles sont les communautés, et que ça produisait, ça fournissait beaucoup d'informations pertinentes. Et un des exemples d'utilisation ou de capacité de prédiction qui est regardé et sur lesquels j'ai pu travailler, c'est notamment par exemple de dire est-ce qu'un quartier est en voie de gentrification, et c'était très intéressant de voir, il y a un certain nombre de papiers, des choses qui ont été faites par différents acteurs, des choses qu'on avait faites nous dans le cadre de notre master, qui montraient que justement on pouvait arriver à des choses assez robustes et assez prévisionnaires, c'est-à-dire, le terme n'existe évidemment pas, mais d'anticipation sur ce qui allait se passer justement par des données qui, là, pour le coup, relevaient de domaines qui n'étaient pas des domaines de l'immobilier. Typiquement, c'était des et a fortiori, c'était des données qui étaient parfaitement accessibles et partagées. Donc, on voit bien que là aussi, ça participe du fait que tout d'un coup, on est dans un monde où plus de données sont disponibles, où ces données sont accessibles, et tout d'un coup, des données qui ne sont pas faites pour ça peuvent tout d'un coup être exploitées et en venant enrichir finalement la matière d'un domaine particulier. Là, en l'occurrence, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'urbanisme commercial, l'ouverture de surface et autres. Tout d'un coup, on a une matière qui donne des indications et qui, a fortiori, en passant par des algorithmes, dit des choses très puissantes et parfois très précises, parce que justement, quand on a beaucoup de données et qu'elle est largement localisée, tout d'un coup, on a une masse d'informations localisées qu'on n'a forcément pas autrement dans la vie. Et en même temps, pour affiner et peut-être challenger un petit peu ce point de vue, on entend très souvent dire on est assis sur des mines de données, mais on ne sait pas quoi en faire. Et cela veut dire, très simplement, c'est qu'on peut réaliser des tas de données qu'on a amassées, mais qu'on ne sait pas quoi en faire, et c'est compréhensible. Beaucoup de groupes dans les métiers
bancaires notamment, réaliser des hackathons sur hackathons en se disant, et en abordant le problème sous différentes perspectives, du côté productivité, du côté nouveau business model, en se disant avec ces données qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer notre domaine, ce qui prouve que la question ne va pas de soi, elle n'est pas évidente. Non, et On a des exemples, effectivement, Uber, l'immobilier, etc., où on a vu de bons succès, ça nous donne tous envie d'aller exploiter cette donnée, on est conscient qu'on en a, mais ça veut dire que le chemin, et c'est là où il faut être un peu plus fin. Ça fait la transition avec les autres exemples. Moi, ce que je retiens, ce que vous mentionnez là, c'est que effectivement, les exemples qui sont là sont des entreprises qui sont data-centriques natives. Et c'était l'objet d'une de nos discussions lors du précédent webinaire, où on faisait le constat que ces entreprises qu'on croyait digital natives ou data-centriques natives, en fait, elles sont utilisateurs centriques. Ce qui fait leur succès n'est pas qu'elles sont data ou digital, c'est le centré sur le bénéfice utilisateur, c'est le leitmotiv de Jeff Bezos. Ça le digital étant le moyen qui a rendu cette transformation de l'expérience. Mais sans transformation de l'expérience. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de technologie là pour d'une certaine manière aussi dire la technologie n'est pas une fin. Je sais plus si à la fin laisser sur les slides le sujet du chatbot parce que c'est-à-dire que le chatbot a finalement été au cours des 2-3 dernières années l'incarnation, peut-être aussi en faisant le lien un peu abusif d'ailleurs avec les assistants vocaux, avec le chatbot, c'est justement l'élément magique qui va tout changer et qui va enfin permettre de s'occuper parfaitement du client. Et d'une certaine manière pire, qui va permettre de nous décharger des vraies questions qu'on a à se poser sur la façon dont on traite son client ou les services qu'on offre. On a vu des échecs retentissants, il n'y a pas beaucoup d'implémentations qui sont de bonne qualité. Souvent, les implémentations, elles sont très basées sur des règles et assez simples, mais finalement, l'intelligence n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Et donc là, on voit que d'abord, le fait d'oublier le client au passage est justement le contraire de ce que l'on doit faire, et que d'autre part, ça ne dispense pas de se poser des bonnes questions et d'être sur un vrai process de projet. Et peut-être juste pour reboucler sur la question de la data, effectivement, pour faire du traitement de données, il faut avoir de la donnée. Et il faut pas avoir n'importe quelle donnée. C'est-à-dire que c'est très bien de dire j'ai des milliards de données. Si j'ai des tonnes de PDF mal ossérisées ou je ne sais quoi, je vais aussi, en ayant une chose de mauvaise qualité en entrée, avoir des choses de mauvaise qualité en sortie. Et donc cette préoccupation de constamment saisir la donnée et la saisir de la bonne manière, et faire des choses comme ce grand mot d'architecture des données ou d'organisation des données, c'est des choses que l'on néglige fortement dans les organisations en pensant aux résultats, à l'application, à tout ce que ça promet, en se disant on est assis sur un tas d'or, elle est formidable cette donnée. Si cette donnée n'est pas aisément accessible pour ceux qui doivent la traiter et qu'elle n'est pas bien documentée et bien stockée, on pourra parfaitement rien en faire. Et donc, oui, là, le slide que je mets là, c'était juste pour se dire, bon, puisqu'on vous a convaincu de l'importance on vous a confirmé dans ce que vous pensiez sur l'IA maintenant, comment on l'aborde et finalement quelles peuvent être les difficultés pratiques. Le slide là-dessus disait juste, l'IA, en fait, en tout cas, on va élargir le machine learning, les algorithmes basés sur les données. L'IA, c'est un peu le terme générique aujourd'hui, mais qui embrasse tout ça. Ça promet des choses, ça peut apporter des choses finalement à un certain nombre de différents niveaux dans l'organisation. Certes, ça peut améliorer les services offerts. On parlait de ça. C'est aussi un outil évidemment d'efficience opérationnelle. Si tout d'un coup comme des choses qu'on fait à l'UPIC, si tout d'un coup je peux orienter des choses textuelles sans les lire parce que ou en tout cas en retardant le moment de les lire parce que la machine peut les lire et les préorienter déjà, tout ça c'est aussi de l'efficience opérationnelle, c'est des choses que je peux faire mieux et je peux aussi faire que accessoirement des personnes qui
seraient encombrés par des tâches répétitives puissent les laisser à la machine et faire d'autres choses. Et c'était ça le troisième point sur ces opportunités, c'est aussi automatiser les tâches répétitives, et ça peut être automatiser une partie du process. On n'a pas besoin d'avoir un chatbot qui fasse tout et son contraire. Le fait de diviser par deux une recherche qui se ferait sur 10 000 choses, parce qu'on dit tiens, ces images, en fait, elles se regroupent en deux catégories, il y en a une qui est pertinente, l'autre qui ne l'est pas, donc je vais passer de 10 000 images à regarder, c'est un cas sur lequel je suis en train de travailler, à 5 000, et ben là, tout d'un coup, c'est un gain massif, c'est un gain quasiment à coup sûr, entre guillemets, compte tenu du type d'algorithme qu'on a, on fera beaucoup mieux, mais en tout état de cause, c'est un vrai gain, et c'est sans doute d'ailleurs un chantier sur lequel on doit travailler. Là, on a, plutôt qu'un chatbot avec des résultats aléatoires, autant on travaille sur quelque chose sur lequel on a un cas d'utilisation, on a un bénéfice utilisateur et entreprise ou organisation, c'est là qu'il faut aller. Et rappelons et listons quand même les difficultés ou les sujets ou les challenges qu'on peut avoir quand on fait de l'IA comme n'importe quel autre projet. C'est-à-dire que il faut évidemment intégrer un nouveau processus ou une nouvelle façon d'appréhender les choses dans des processus existants. Et ça va pas toujours de soi, et c'est vrai pour l'IA ou pour le machine learning comme pour n'importe quel projet. Il faut accessoirement pas oublier qu'il y a des personnes derrière tout ça, donc c'est même l'essentiel. Donc il y a des personnes pour lesquelles un certain nombre de changements sont requis, et puis il y a surtout des personnes qui ont des besoins. Ces besoins, il faut y répondre. Donc cette question de l'implémentation du travail avec ce qu'on va appeler l'utilisateur est évidemment une considération essentielle. Donc il y a l'acceptation, il y a la relation avec les usagers, et puis ce qui arrête les entreprises ou ce qui leur fait peur, c'est le coût élevé perçu de tous ces éléments. Et j'espère que ce qu'on vient d'expliquer, c'est non pas que ça n'a pas de coût, mais que ces coûts sont pas nécessairement là où on les envisage, et on les envisage sans doute plus souvent en termes d'une solution magique, déjà packagée, qui ferait un certain nombre de choses très compliquées. On va parler de chatbot, ça peut être d'autres choses. La voie, à mon sens, sans doute étant praticien, c'est la voie de faire, et de faire soi-même, parce que justement, ce qu'on vient de dire, c'est que les outils sont largement disponibles, et que c'est aussi une voie qui a plein de vertus en termes de calcul à long terme, puisqu'on sait qu'il y a, ça va être évidemment au cœur de beaucoup de process et que ça peut apporter beaucoup de valeur. Voilà. Alors, le temps joue contre nous. On vous a mis quelques recommandations et principes de réalité pour aller un petit peu vers la suite, puisque notre objectif, c'est effectivement de partager cette expérience et voir comment on peut travailler dessus ensemble. Mais on voulait partager un petit peu quelques constats. Et le point général sur ce slide, je complétera c'est beaucoup plus long d'ailleurs, c'est que finalement on est sur un projet, d'ailleurs on pourrait dire qu'on est sur un projet quand on introduit ou qu'on développe des algorithmes, on est sur des projets de transformation numérique comme d'autres, hein. Et donc c'est un projet, ça doit se gérer comme un projet, il y a un début, un milieu, une fin, il faut bien comprendre les besoins, etc. Et il faut le faire les choses par étapes. Et il y avait ce petit détail, mais ça s'appelle le détail du praticien, c'est que c'est un peu 20-80. Je sais pas ce que ça évoque pour tout le monde, mais ces projets, on a parlé de la donnée elle est rarement exactement comme on la voudrait ou comme il faut la nettoyer, il faut la travailler. Il y a toute une série d'étapes de traitement qui prennent du temps, et puis quand on est dans un processus pas de découverte, mais qu'on teste différentes choses, on est dans quelque chose d'itératif et quelque chose qui peut prendre du temps. Donc on n'est pas sur du presse-bouton, on ne peut pas avoir tous les avantages d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, on est sur un projet classique où on introduit des choses nouvelles, et donc on découvre ensemble, on se forme parfois, on a des surprises, bonnes ou mauvaises, hein, et on progresse, tout va pas marcher. Donc il faut une certaine humilité, une certaine patience finalement face à cette matière comme face à toute. Ce qu'on connaît dans tout projet de transformation, et a fortiori dans tout projet numérique et informatique, comme ce que chaque maîtrise au quotidien. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Évidemment, un projet d'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que c'est un projet qui a une composante software relativement forte et qui donc obéit
classiquement aux étapes d'un déploiement classique, c'est-à-dire frame, conceive, build et puis ensuite test. Et ces 4 phases restent valables pour un projet d'intelligence artificielle. Il faut bien au début cadrer pour savoir quels sont les bénéfices qu'on attend de ce projet. Où est-ce qu'on pense qu'on va trouver les données? Quels sont les vrais besoins? Quels sont les vrais besoins? C'est là où on pêche. C'est là où alors les projets pêchent parce que on se centre sur la donnée au lieu de se centrer sur on se centre sur la donnée ou sur l'outil. Sur l'outil, classiquement. On se dit, c'est l'outil. On parlait du client et on parlait. Et comme on dit, quand on a un marteau en main, on voit des clous partout. Et il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Il faut continuer à le cadrage, la conception, c'est-à-dire savoir quels sont les algorithmes, les choix architecturaux importants qui sont à prendre. Et il faut que ça reste présent. Ensuite, le build, effectivement, là aussi, c'est pas évident, il faut assembler un modèle de solution. Rien ne sort comme ça de la boîte dès qu'on est sur des projets un peu d'envergure, qu'on n'est pas sur du POC. Et puis ensuite, la phase très importante de déploiement, de test, et des fois de conduite de changement. Parce que c'est des choses, comme on est, elles sont impactantes sur le processus, sur la manière de faire le business, la relation client, etc. Et ça ne se passe pas. J'aurais tendance à dire à coup sûr même. Coup sûr. Et le meilleur moyen de rater tout ça, c'est effectivement se précipiter, d'avoir des attentes qui sont déraisonnables ou décalées, un besoin pas bien défini, un déploiement trop rapide. Et là, du coup, a fortiori sur des premiers projets, on décourage tout le monde, où on donne une impression de ratage, alors qu'on est sur des technologies qui sont matures et qui sont parfaitement déployables. Donc effectivement, on peut parfaitement bien rater. Il y a les bonnes pratiques pour rater un projet d'IA. Quand on rate, on les a pas. Et voilà, on peut très bien le faire. Mais effectivement, c'est pas nécessairement. Donc voilà, comme on vient de le commenter, on va pas réinsister parce que le temps est écoulé sur les éléments clés. Retenez que effectivement, nous avons collectivement dans le cabinet, c'est la vocation de Magenta de réconcilier à la fois l'usage, la technique et les données. C'est les savoir-faire que le cabinet a développé depuis longues années, mais aujourd'hui met à disposition de ses clients sur ces sujets du traitement de la data. J'avais un petit slide à vous montrer. On avait fait une petite référence bibliographique et puis on va prendre les questions. Voilà. C'est une question intéressante. Il n'y a que des questions intéressantes. Et donc, on va répondre effectivement à prendre les questions qui nous viennent pour clôturer cette session. Et je pense qu'on vous proposera probablement une deuxième session sur ce sujet avec, comme tu le proposais, peut-être un mode hands-on, un petit démo qui pourrait être assez sympa. Voilà. Ouais. On vous fera une petite teasing pour voir des démos et de rater en direct. C'est toujours la pire option de présentation, mais on va s'y coller quand même parce que c'est le risque du magicien. C'est ça, absolument. Mais on peut pas avoir la magie sans avoir le risque, sans doute. Mais ce qu'on se disait avec Guillaume, c'est vrai que rien ne remplace. Et par ailleurs, enfin, rien ne remplace le démo. Rien ne permet peut-être sans doute de communiquer à quel point quand même les résultats sont pour boucler magiques. Tu voulais répondre effectivement à la question. Oui, alors peut-être aussi, mais il y a une question qui était la poule et l'œuf. Est-ce qu'il faut déjà monter en compétences? Est-ce qu'il faut monter la compétence à la DSI? Est-ce qu'on identifie le projet du X d'abord? Je sais pas si, je me demande s'il n'y a pas moyen de déjouer tout ça. C'est-à-dire que d'une part, c'est pas qu'on passe de 0 à 1 en termes de compétences, en termes d'IA, c'est précisément ça. C'est en termes de machine learning, tout ça est un parcours. Il faut le commencer. Il faut garder en tête que quand bien même on le commence, on peut déjà faire des choses et avoir des résultats substantiels au début. Et par ailleurs, de toute façon, je ne doute pas qu'on trouve immédiatement des domaines dans lesquels, autour de l'expérience utilisateur, on est des poches de certaine manière soit de productivité, soit de meilleurs services qu'on puisse identifier simplement, et donc assez naturellement, dès lors qu'on a identifié quelque chose qui serait un bon sujet, d'une certaine manière, d'en faire un peu le guide dans un processus justement de formation.
Donc, je sais pas si ça répond complètement. Effectivement, si ça se faisait dans un coin et de dire bah on va se former, puis après on en parlera aux autres, et pour pas peut-être d'ailleurs placer les attentes un peu trop haut, je peux comprendre la logique. Je pense que tout ça est finalement un processus dans lequel une organisation doit s'engager, et ça correspond et ça concerne finalement toute une série d'acteurs à l'intérieur de l'organisation, et que c'est un chemin collectif, accessoirement. Et que je vais compléter ta réponse par celle qu'on va faire le type de Magenta, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous, dans nos pratiques, les pratiques de Magenta, c'est effectivement de commencer quand même par ce sujet de l'usage. Et la deuxième, c'est la co-construction. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment arriver à monter en puissance l'acquisition de data scientists et les mettre en face du marketing fonctionne assez peu. Par contre, co-construire une équipe interne-externe avec une vraie méthodologie centrée sur l'usage, ça peut lui résultats. Bien sûr. Et puis, il faut pas oublier, même si on parle de généricité qu'elle a augmenté, on va monter en compétence sur certains aspects de la technique. Et donc, autant pouvoir, dès le début, être clair sur l'usage, pour que dans les travaux de conception pluridisciplinaires, s'il y a une montée en compétences ou le rajout de compétences à faire, et qu'il soit pertinent par rapport au cas d'usage. Donc, oui, effectivement, nous, on privilégierait quand même la recherche du cas d'usage qu'on veut faire avant de commencer à prendre des coûts de montée en compétences. Alors, je vais vous stopper. On va essayer de prendre une dernière question pour y répondre. Voilà. Et puis ensuite, on va mettre fin à ce séminaire. Donc, peut-on revenir sur le concept du transfer learning? Juste en deux mots, le transfer learning, c'est l'idée de réutiliser quelque chose qui a été entraîné ou développé dans un autre cadre. En fait, plus précisément, si par exemple je veux classer des images, c'est de dire plutôt que et c'est l'image traditionnelle et juste d'ailleurs sur les réseaux neuronaux, c'est plutôt que d'être obligé d'avoir une masse considérable de données à partir de laquelle je vais justement pouvoir entraîner, entre guillemets, à partir de zéro, un algorithme, ou en l'occurrence un réseau de neurones. L'idée du transfert, c'est de dire je vais réutiliser quelque chose qui a été entraîné sur un autre ensemble de données, généralement très vaste, et comme ça je ne pars pas de zéro. Et évidemment, ça a beaucoup de vertus, c'est que d'une part, ça permet a priori, puisqu'on a été entraîné sur des masses de données, d'avoir des taux de précision qui sont bons. Et deuxième chose, c'est bien la vertu, c'est que ça suppose pas de tout réentraîner. Donc ça veut dire que c'est moins de puissance de calcul, moins de temps, etc. Et que finalement, ce que ça permet aussi, c'est d'appliquer ces algorithmes à des situations dans lesquelles on n'a pas autant d'exemples et autant de cas que ça. Mais peut-être là aussi ça répond à une question qui a été posée avant sur la sémantique qui est différente entre image et par exemple texte. Et ça, il est vrai que pour pouvoir profiter de la puissance entraînée sur un domaine sémantique particulier et le transférer sur un autre domaine sémantique, il faut évidemment avoir les clés de la traduction. Et on en parlait avec Alain justement avant d'entrer en c'est souvent la clé, c'est de dire comment est-ce que je peux représenter par exemple visuellement par l'image une donnée qui n'est pas visuelle. Donc, tu m'as donné l'exemple de marqueurs. Donc on est dans une phase en amont sans laquelle ce transfert n'est pas possible, qui va permettre de faire les traductions. On va laisser en 10 secondes puisque il y a vraiment et puis tout de même, je veux pas être responsable de ça, mais il y a vraiment ce contexte, cette idée de réutiliser quelque chose qui a déjà été pré-entraîné pour que ça économise. Et puis il y a cette idée très élégante ou intéressante qui est comment est-ce que j'arrive à formaliser quelque chose, mais y compris là l'exemple que je prenais, qui est un exemple qui est pris dans un des cours de Fast AI, sous une forme graphique, et par exemple l'interaction d'un utilisateur sur un site, et on voit le parcours de la souris et du curseur, et ben ça forme un dessin. Et si je prends ce dessin et que je prends cet ensemble de dessins, je peux l'utiliser comme un input graphique pour un modèle graphique qui va avoir des très très bons résultats en termes de prédiction. Et c'est comment j'ai reformulé d'une certaine manière mon sujet du X en un sujet graphique que l'algorithme graphique surentraîné va très très bien gérer, et
et sur lequel il va donner des résultats très très Et on a un très bon exemple de passerelle. Et voilà, et c'est très intéressant alors ça c'est encore un autre transfert. C'est comment je transfère ma matière et comment je la reformule pour que justement elle puisse rentrer dans un cadre Eh bien, messieurs, merci pour cet échange très riche. J'espère que ça vous a intéressé. Nous vous enverrons la transcription, le résumé de cette conversation, et puis petite base méthodologique pour illustrer. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez. Et n'hésitez pas si vous avez voilà, vous avez nos contacts. Rebondir, enfin voilà, avec grand plaisir. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.